Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de Calipeg 1.6, la dernière mise à jour de notre application pour iPad. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, l'ajout majeur étant le calque transformation qui permet de faire des poses clés. En gros, de mettre en place n'importe quel mouvement à base de poses clés, point A, point B, et ça interpelle entre les deux. Pour rappel, ou pour ceux qui ne connaissent pas l'application, Calipeg est une application d'animation 2D pour faire du dessin animé image par image sur tablette iPad. C'est l'application qu'on développe mes trois associés et moi depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui est disponible depuis avril 2020 à la vente. Si l'application vous intéresse, sachez qu'elle est disponible sur l'App Store de n'importe quel iPad disposant d'iPadOS 13 ou 14 et d'un stylet Apple Pencil. Premier changement dans l'interface déjà, en termes de menu, quand on sélectionne ici, on peut voir que maintenant le menu est une barre horizontale en haut de la timeline pour ce qui est du menu des feuilles. Et quand on va sur le menu des calques, c'est une barre horizontale en haut de la pile de calques. Et vous voyez que maintenant on n'a plus besoin de rester avec le stylet appuyé pour faire une fonction dans le menu. Je peux à la fois cliquer dessus et choisir par exemple de verrouiller, ou alors cliquer, glisser et déverrouiller. On a décidé de faire ce changement parce qu'on trouve que ce menu est plus simple et plus intuitif également à utiliser. Maintenant, pour ce qui est du calque transformation, la grosse nouveauté de Calipeg 1.6, vous pouvez voir que dans ce plan ici, j'ai ce personnage-là. Donc c'est une seule boucle avec le personnage qui saute. J'ai donc 11 images ici, sur 4 calques. Et pour commencer, je vais sélectionner et dupliquer ça, histoire qu'il fasse plusieurs bonds dans ma timeline. Donc je double tape, je glisse pour sélectionner. Je vais utiliser l'icône qu'il y a ici pour dupliquer avec le contenu, mais j'ai deux choix. Si je clique simplement dessus, il va dupliquer et le coller directement à la suite des feuilles existantes, mais je peux aussi cliquer comme ça et le mettre n'importe où, en glissant depuis l'icône vers la timeline. Donc ici, je le fais encore une troisième fois, comme ça j'ai 4 cycles qui durent 48 images, ça fait 2 secondes, et c'est pas mal pour ce que je veux faire. Et maintenant, je veux faire une transformation, donc un mouvement de déplacement de la gauche vers la droite, avec toute cette animation ici. Pour le moment, le calque du haut est courant, on peut le voir parce qu'il est entouré de orange, et je peux cliquer sur l'icône ici, le losange, qui est l'icône calque transformation. Et ça a créé un calque transformation qu'on peut voir là, qui a des icônes un petit peu différentes des calques dessins. Et il contient un calque, donc on voit le petit 1 à côté du losange ici, qui est le calque yeux. Et on peut voir d'ailleurs que quand le calque transformation est courant, je vois une ligne ici qui le relie au calque enfant. Un calque enfant est un calque contenu dans le calque parent, qui est le calque transformation. Sauf que je ne veux pas qu'il y ait seulement ce calque-là, je veux qu'il y ait tous les calques à l'intérieur de ce calque transformation. Donc je peux rester appuyé sur le calque ici, le placer dans mon calque transformation, et si je revais dessus, il aura maintenant 2 enfants. Et je peux également sélectionner 2 calques comme ça par exemple, les placer ici, et maintenant mon calque transformation a tous mes calques à l'intérieur. Et on peut voir que la boîte de transformation contient maintenant tous mes éléments. Ça, c'est une façon de faire pour mettre des calques dans un calque transformation. Je peux aussi les déplacer donc en restant appuyé dessus et en les sortant du calque, donc en mettant la barre verte tout en bas. Et je peux faire ça pour tous mes calques. On voit maintenant que le calque transformation est vide, il a 0 ici. Et si je sélectionne à nouveau 4 calques et que je clique sur calque transformation, il va m'en créer un autre de calque transformation avec cette fois-ci les calques sélectionnés à l'intérieur. Donc celui-ci en haut, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. On peut réduire ce calque transformation avec la petite flèche ici, comme ça on peut faire de la place dans la timeline, et on l'ouvre à n'importe quel moment comme ça. Et ensuite, on peut voir qu'ici, il y a une barre verte. C'est une courbe qui représente le mouvement que vous allez mettre en tant que transformation. Ici, je peux faire un double tap pour créer une clé. Donc on voit qu'il y a une clé, un petit losange ici qui se crée. Et une fois que j'ai posé cette pose clé que j'ai choisie sur l'image 0, je peux aller sur l'image 48, saisir la boîte de transformation, la glisser vers la droite. Je peux aussi mettre le doigt sur l'écran, histoire d'avoir une horizontale parfaite. Et je le lâche ici. Et on peut voir que ça a créé une courbe. Donc si je vais en arrière comme ça, mon personnage se déplace maintenant. Et évidemment, si je joue l'animation, on voit que mon personnage qui au départ avait juste un mouvement de haut en bas, a maintenant un mouvement de gauche à droite. Et c'est vraiment à ça que sert le calque transformation, c'est de faire une animation sur place, on va dire, et ensuite de la déplacer comme on le souhaite. C'est une des possibilités en tout cas. Quand on est sur le calque transformation, on peut voir qu'il y a d'autres éléments dans la barre latérale. Notamment cette icône ici, qui permet d'activer le geste de zoom et de déplacement de la toile. Donc ici, si je fais ça, je fais du zoom avec les doigts, donc ça agit sur ma transformation. Mais si j'active cette icône ici, mes doigts vont simplement servir à zoomer et dézoomer dans le cadre. Et pour transformer, je devrais utiliser le stylet sur les petits points d'ancrage ici. Dans les options du calque transformation, vous pouvez bien sûr l'activer ou le désactiver. Il faut savoir que vous ne pouvez pas dessiner sur un calque transformation s'il est actif. Parce que forcément, si je dessine ici,
Mais en fait, mon personnage, il se trouve pas là, il se trouve ici et il est déplacé par la transformation. Donc il faut que je désactive la transformation pour ajouter des choses sur les plans, les calques qui composent cette transformation. Ici, la deuxième icône, c'est le point de pivot qui pour l'instant est réglé sur global. Ça veut dire que tous mes calques qui composent cette transformation ont le même point de pivot. Mon point de pivot global est visible ici, donc on a le début et la fin de ma trajectoire. Ça, c'est ma trajectoire ici qui est simplement une ligne droite de gauche à droite. Et je peux déplacer le point de pivot, toujours avec un doigt sur l'écran histoire d'avoir des guides, et je peux le placer au milieu de mon élément. Ce qui est bien plus pratique en réalité parce qu'on peut le voir comme ça, suivre sa trajectoire. Et le point de pivot sert surtout pour ce qui est des rotations et des mises à l'échelle, parce que si on met à l'échelle par rapport à un point au centre de la toile ou par rapport à un point au centre de l'élément, ça n'aura pas le même résultat. Pareil pour la rotation. La troisième icône est l'éditeur de courbes. Si je clique dedans, j'arrive dans une version un peu plus détaillée de mes courbes. On voit ici les calques qui composent mon calque transformation, donc les 4 enfants. Et ici, on a toutes les valeurs qui nous permettent d'être beaucoup plus précis dans nos transformations. Et vous pouvez voir qu'il n'y a que la position X qui varie, parce qu'il n'y a pas de changement en Y, donc la verticale. On peut voir également qu'il y a des clés. Donc là, quand il y a un petit losange comme ça veut dire qu'il y a une clé sur cette image-là. Dès que je me déplace, il n'y a plus de clé. Quand je vais ici, il y a de nouveau une clé qui est également en position Y. C'est pas fait exprès, ça je pense. Je pourrais très bien cliquer sur cette clé ici pour la sélectionner, accéder au menu et la supprimer. Ça ne changerait rien vu que rien ne se passe sur l'axe Y dans cette animation précise. Et vous avez pu voir que quand je sélectionne ici, il y a un autre menu qui apparaît. Donc il y a toujours le copier et le coller qui permet de copier ou coller des clés n'importe où. Basiquement, si je prends celle-ci ici, que je la copie, que je viens là et que je la colle, j'ai collé la même valeur sur cette clé-là que sur cette clé-là. Ce qui peut être pratique pour avoir par exemple ici, à la fin, il reste sur place. Et si je clique sur celle-ci maintenant, je peux sélectionner par exemple un type de courbe. Pour l'instant, on est en courbe linéaire, mais si je clique sur celui-là, il y aura une courbe un petit peu différente, plus douce si on peut dire. Sur celle-ci, il y aura carrément une courbe qui va faire une accélération puis un ralenti. Et ici, ce sera encore plus accentué. Ce sont des réglages par défaut, mais vous pouvez aussi modifier les tangentes vous-même. Parce que quand on sélectionne ici par exemple, on peut voir la tangente, c'est-à-dire la barre orange ici. Donc je peux sélectionner un des points. Et ça bouge la tangente en entier. Donc vous pouvez voir que ça change la trajectoire, ce qui va permettre de faire par exemple des amortis, donc des accélérés, des ralentis, ce genre de choses dans vos mouvements. Et si je suis sur une des poignées et que je mets un doigt sur la timeline, je peux alors changer seulement cette partie-là. Et la partie droite de ma tangente ne bougera pas. Ça permet d'être bien plus précis dans ces animations. Et par exemple ici, on va voir ce que ça va donner. On peut voir qu'il y a une accélération puis un petit ralenti, un mouvement très bizarre ici parce qu'il va revenir en arrière, vu que j'ai fait une tangente qui veut un peu rien dire pour le coup. Donc on peut voir qu'il part un peu trop loin là et qu'il va revenir en arrière. Donc je pense qu'ici le mieux ça aurait été de mettre celle-ci par exemple, ou bien celle-là, qui va faire une accélération puis un ralenti et rester au bon endroit. Il y a de quoi jouer avec les courbes et rajouter plein de choses pour faire les mouvements que vous souhaitez. Pour ajouter une clé, je peux donc être soit ici et faire un double tap, soit cliquer sur un des ronds qu'il y a sur le côté, en rajoutant par exemple ici une position X. Si je clique ici, je rajoute une clé de position Y, et par exemple là, je vais rajouter la taille, donc les deux tailles, histoire qu'il y ait à la fois X et Y. C'est verrouillé de ce côté-là, et si je vais ici et que j'augmente sa taille, on peut voir les courbes de taille X et Y qui ont bougé. Et donc, je vais agrandir mon personnage pendant l'animation. Je vais revenir en arrière sur ce que j'avais précédemment. Donc là, on peut voir que je vois seulement la taille X et Y. Donc je vais réactiver les positions. Autant voir les courbes qui ont des clés. Et c'est exactement pareil pour la rotation. Par exemple, bon, je vais faire un truc qui n'a pas trop de sens visuellement ici. Mais je vais désactiver la visibilité de toutes mes courbes, sauf la rotation. Je vais ajouter une clé ici, donc à 0 degré. Et je vais à l'image de fin, donc à l'image 47. Et je veux qu'il fasse par exemple 50 degrés ici, donc je vais double taper là et marquer 50 et il va faire un mouvement de 50 degrés. Et par exemple, si je veux lui faire un tour complet, je vais cliquer ici et aller à droite pour augmenter cette valeur. Donc c'est un tour plus 50 degrés. Et cette fois-ci, je vais enlever mon 50 degrés, le mettre à 0 pour qu'il fasse simplement un tour, donc 360 degrés. Cette animation-là n'est pas trop faite pour ça vu qu'il y a l'ombre en dessous. Donc l'ombre se déplace avec vers le haut. Ça n'a pas de sens visuellement. Donc pour ce genre de choses, je vais vous montrer ensuite un exemple plus parlant où il y a une balle qui est vraiment une balle fixe qu'on va animer complètement
avec les calques transformations. Je vais enlever pour le moment cette rotation-là et afficher à nouveau les courbes qui m'intéressent. Pour ensuite revenir où je peux manipuler mes clés en cliquant dessus et en les déplaçant. Donc ça peut être pratique pour faire quelque chose de très rapide. Et dès qu'on a besoin de faire quelque chose de plus précis, on va dans l'éditeur de courbes. Au passage, dans l'éditeur, il y a moyen aussi d'être plus précis dans les déplacements. Par exemple, ici, j'ai cette clé-là qui est sélectionnée. Et si je la déplace comme ça, je suis complètement libre d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Si je mets 2 doigts sur l'écran, je vais seulement sur l'axe X, donc de gauche à droite. Et si je mets 3 doigts sur l'écran, je vais seulement sur l'axe Y, donc de haut en bas. Ce qui permet de verrouiller certains axes quand on veut être plus précis. Et ici, on a le menu du calque transformation. Donc je clique dessus, je peux supprimer, je peux copier ce calque transformation et le coller par exemple soit dans le même plan, soit dans un plan différent qui se trouve dans mon studio. Je peux aussi bien sûr verrouiller ou déverrouiller. Je peux aussi sélectionner toutes les clés qu'il y a à l'intérieur de mon calque transformation pour les supprimer toutes d'un coup par exemple. Avec cette icône-là, je peux dupliquer le calque transformation tout seul, donc c'est-à-dire sans ses enfants, mais avec les clés qu'il contient. Donc ici, j'ai un calque transformation qui est vide et qui a les mêmes clés que le calque précédent. Et je peux également dupliquer le calque transformation avec tous ses enfants. Et j'ai cette fois-ci un deuxième calque transformation qui contient exactement la même chose, tous les calques enfants, tout pareil, que je veux aussi supprimer. Et d'ailleurs, on voit que comme j'ai supprimé le calque transformation, les calques enfants sont restés, ils sont juste sortis du calque transformation. Donc ce que je peux faire ici, c'est sélectionner tous les calques qui étaient dans le calque transfo que je viens de supprimer et les supprimer eux-mêmes. Dans ce menu, je peux également aplatir le calque transformation, donc vous allez voir ce que ça fait. En gros, ça va faire un autre calque qui sera un calque dessin et qui contient tout ce que contenait le calque transformation en termes d'image, mais sans les courbes. Et surtout, il va les mettre en pas de 1, ça veut dire que maintenant j'ai 47 images différentes. Et vous avez vu que quand je l'ai aplati, le calque transformation est toujours là, les enfants sont toujours là, sauf qu'il est désactivé. Donc dans ces cas-là, le plus souvent, hop, je vais le fermer comme ça, et éventuellement le verrouiller pour ne pas gâcher le travail qu'il y a dessus, pour ensuite faire d'autres calques et d'autres transformations ou d'autres animations au-dessus de tout ça. Je vais supprimer le calque que je viens d'aplatir, et je peux aussi rendre le calque transformation en solo ou visible, invisible. Je vous montre rapidement un autre exemple pour vous montrer comment le calque transformation peut permettre de faire des mouvements de caméra par exemple. Donc j'ai mon animation que vous avez peut-être déjà vue avec le petit plein de boue. Je vais donc sélectionner tous mes calques, cliquer sur transformation pour faire un calque qui les contient tous. Je mets donc mon calque transformation en courant et je vais dans l'éditeur de courbes. Je rajoute une clé taille X, une clé taille XY que je vais afficher pour qu'on les voit ici. Ensuite, je vais à la fin de mon animation. D'ailleurs, je peux voir ici où se trouve la fin de mes calques. Vous voyez ici qu'il y a un petit repère. Je rajoute une autre taille clé X, une autre taille clé Y. Et je vais par exemple mettre 150 ici et évidemment 150 ici également. Et voilà comment je peux assez simplement avoir un mouvement de caméra comme celui-ci. Donc l'important c'est de mettre tous les calques que vous souhaitez bouger, qui veulent avoir du mouvement, dans un calque transformation et d'ensuite faire une transformation sur tout ce calque. Et enfin, dernier exemple, où cette fois-ci, je vais simplement vous montrer le résultat et vous montrer un petit peu comment est-ce que ça a été fait. Cette balle ici, où en fait, il y a juste une seule balle qui a été dessinée, donc il y a vraiment quelques dessins. Et tout le mouvement a été fait avec des calques transformation. En gros, dans ce plan ici, on a un dessin pour le ballon, un dessin pour l'ombre ici, et un dessin pour la lumière du ballon. On va faire en sorte que l'ombre change d'échelle, de taille, au fur et à mesure pour que ça fasse une ombre en gros. Il y a également le ballon qui a une transformation pour qu'il tourne sur lui-même, donc sur place comme ça. Ensuite, une transformation pour faire en sorte que le ballon aille de haut en bas. Et le tout ensemble, ça donne cette animation ici. Voilà donc le genre de choses qu'on peut faire avec seulement un dessin en faisant tous les mouvements avec des calques transformation. Et une des choses aussi que je ne vous ai pas dites, c'est qu'on peut avoir donc aussi des points de pivot multiples. Ça veut dire que chaque enfant dans le calque transformation aura un point de pivot différent. Donc potentiellement, vous pouvez avoir des choses qui tournent sur eux-mêmes au sein d'une transformation où ils tournent autour d'un autre point de pivot. Vous pouvez bien sûr trouver toute la documentation écrite sur les points de pivot et sur tout Calipeg en général sur calipeg.com/apprendre. Sur certains points, ça va plus en détail que ce que je vous montre ici. Autre nouveauté de cette version 1.6 de Calipeg, les marqueurs sur la timeline. Donc en faisant un double tap, vous ajoutez un marqueur. Je peux double-cliquer sur un marqueur. Par exemple ici, je vais pouvoir marquer squash
pour indiquer que c'est la position de mon animation où le personnage est en train de s'écraser. Et je peux également mettre une couleur ici, par exemple du rouge. Comme ça, j'aurai ici marqué squash. Et par exemple là, je peux faire un double tap avec le marqueur, je refais un double tap. J'arrive ici, je marque stretch, que je vais mettre par exemple en bleu. Et maintenant, dans ma timeline, je vois indiquer squash et stretch. Ces marqueurs-là vous permettent d'avoir quelques notes. Ça peut être utile par exemple soit pour vous, soit pour quelqu'un avec qui vous travaillez. Par exemple, d'indiquer cette image-là est exactement la même que cette image-là. Comme ça, quand on fait la couleur, on ne va pas la faire deux fois. On saura qu'il faut copier depuis cette image-là vers cette image-là. Ce genre d'utilité, bref, à vous de voir ensuite ce que vous voulez noter dans vos animations. Et on peut bien sûr supprimer ces marqueurs en double tapant dessus et en cliquant sur la corbeille. Et aussi, vous pouvez voir que pour l'instant, le texte reste à l'écran. C'est comme ça par défaut, mais dans les réglages, on peut aller dans la timeline et faire en sorte de ne pas toujours afficher la description des marqueurs. Et comme ça, j'ai simplement le marqueur sans le texte. Et si je clique dessus, je vois ce que c'est. C'est donc à voir selon vos préférences. En termes d'export, il y a deux ajouts majeurs qui sont le HEVC et le GIF transparent. GIF, GIF, comme d'hab, on ne sait pas. Le HEVC permet d'exporter une vidéo avec de la transparence. On l'a par exemple beaucoup utilisé récemment sur un clip qu'on a fait pour des clients et où on animait les personnages sur Calipeg. Il y avait 3 personnages en tout. Et une fois que leur action avait été animée, on les exportait en .mov HEVC, ce qui permettait d'avoir un fond transparent et le personnage qui se déplace, qui fait son action. Et ça m'a permis de les placer correctement dans LumaFusion, d'avoir un personnage qui se déplace sur du rien et de placer le décor en arrière. Donc si je vais dans Export ici, dans le type séquence, et dans le format HEVC avec transparence, je peux voir déjà que c'est gris derrière, donc ça veut dire que c'est transparent, c'est de l'alpha. Je peux éventuellement exporter avec l'arrière-plan, mais ici ça n'a pas trop de sens parce que le but justement c'est de faire en sorte de l'exporter en vidéo avec un fond transparent. Et ensuite je peux l'exporter, l'envoyer par exemple dans LumaFusion. Donc je prends ce personnage ici, on peut donc voir qu'il est sur un fond noir, donc il y a du rien derrière lui littéralement. Et je peux ajouter par exemple ici, disons, un titre. Rajouter une forme, comme ça, une forme sur laquelle je vais mettre la couleur comme ça. Et si je place mon personnage au-dessus, on peut voir qu'il est juste incrusté sur le fond violet. Dans les exports, dans les séquences, on a également maintenant le GIF qui peut désormais aussi être avec un fond transparent. C'est vraiment le même principe d'avoir une animation avec rien derrière pour avoir n'importe quoi qu'on puisse placer derrière justement. Ça offre beaucoup plus de souplesse, notamment en termes de compositing justement, pour ajouter des décors et placer des personnages n'importe où, de superposer des personnages qui ont été faits sur des fichiers différents de Calipeg. La vidéo avec fond transparent peut beaucoup vous aider dans votre processus en gros de post-production et d'assemblage d'images. Autre ajout, cette fois-ci dans les brosses, on en a rajouté une nouvelle qui s'appelle Raw Brush, qui est une brosse avec de l'aliasing, c'est-à-dire que ça ressemble à ça. Donc si je le mets en plus grand, c'est comme ça. Il n'y a pas de lissage, donc il n'y a pas d'anti-aliasing, contrairement à des brosses autres, par exemple ici. Et on peut voir que les pixels sont parfois transparents, semi-transparents, donc il y a de l'alpha ici. Alors que la nouvelle brosse RAW n'a pas ce lissage-là, ce qui peut être pratique notamment dans des productions où ils ont besoin d'animer absolument comme ça pour ensuite lisser le trait plus tard. C'est notamment le cas au Japon où ils animent uniquement sans anti-aliasing, donc avec de l'aliasing. C'est une habitude qu'ils ont dans leur production et Calipeg essaye de s'adapter justement aux différents besoins des différents types de production. Donc c'est une possibilité qu'on a maintenant. Il y a également des améliorations dans l'onglet Onion Skin de votre panneau de réglage. De base, on pouvait déjà évidemment avoir 8 images après, 8 images avant, qu'on peut activer ou désactiver comme on le souhaite. Mais on a ajouté cette fonction ici, donc on peut voir soit les images précédentes et suivantes en couleur, c'est-à-dire comme ça. Donc par exemple, je vais l'activer pour le corps, ce sera plus parlant, pour les couleurs plutôt. Voilà, ici je peux voir mes images suivantes et précédentes en couleur, donc ça fait une sorte d'aplat dans la couleur que j'ai choisie. Mais je peux maintenant les mettre en images. Donc si je le fais pour l'image suivante et pour l'image précédente, ça veut dire que je vois l'image précédente et l'image suivante, et même plus que ça si je le souhaite, par exemple ici, les 3 d'avant, les 3 d'après, directement avec le dessin, la couleur, simplement avec l'opacité que j'ai choisie. Ce qui permet dans des cas comme celui-ci, où tout n'est qu'un aplat de couleurs, de voir justement les différentes couleurs et de ne pas juste avoir un gros aplat rouge ou bleu ou quoi que ce soit. Pour vous montrer la différence encore une fois, ici je mets les suivantes en couleur. Ça, c'est moins clair que ça, en tout cas dans certains cas. Et autre chose aussi, par exemple là vous pouvez voir comment sont placées les différentes opacités de l'Onion Skin, qui sont bien sûr variables. Pour le moment, c'est déverrouillé ici, donc je peux les changer indépendamment. Vous pouvez voir que là, j'ai bougé celui-là et celui-ci n'a pas bougé. Et par contre, si je verrouille les opacités, quand j'en bouge une, les autres vont suivre
proportionnellement. Ce qui peut être pratique pour avoir justement toujours la bonne dose et pas avoir le set qui est beaucoup trop opaque par rapport au reste. Voilà pour les améliorations dans l'Onion Skin, qui je le rappelle est activable ou désactivable avec cette icône ici. Parlons un peu maintenant de la transformation et de la sélection, donc pas le calque transformation mais bien l'outil sélection et transformation qui est ici. Premièrement déjà cette icône-là est de nouveau présente, donc ça veut dire que si je suis en transformation comme ça, que je bouge avec les doigts, pour l'instant ça change mon échelle, la transformation se fait. Et par contre si je fais le petit bouton ici, ça va zoomer, dézoomer, et je devrais faire ça avec le stylet seulement sur les poignets, ce qui peut éviter certains accidents, disons. On a également rajouté un point de pivot pour la transformation, donc il se trouve ici pour le moment. Si je fais une rotation là, ce sera par rapport au centre de mon élément, mais par contre, si je prends le point de pivot, que je le place ici et que je fais une rotation, ça se fera par rapport au point de pivot. J'imagine que vous voyez un petit peu les possibilités que ça ouvre. Ensuite, quand on déplace justement par exemple ce point de pivot, je peux mettre un doigt sur l'écran et avoir comme ça des guides qui me permettent notamment de le centrer au milieu de mon élément. Et quand je déplace tout, je peux aussi avoir des guides en mettant un doigt sur l'écran, qui me permettent par exemple d'avoir un guide horizontal, un guide vertical ou de le placer au centre de ma toile. Dans le mode de sélection qui se trouve ici, on a rajouté une ellipse en tant que forme de sélection qui permet de sélectionner avec une ellipse, un cercle si je mets un doigt sur l'écran, une ellipse depuis son centre si je mets deux doigts sur l'écran et un cercle depuis son centre si je mets trois doigts sur l'écran. Par exemple ici j'ai juste cette partie-là, je peux donc aller dans le mode transformation et bouger uniquement ça, ou alors mettre deux doigts long touch sur l'écran, copier, je vais n'importe où, coller et j'ai juste collé ce bout-là. Autre changement en termes d'interface utilisateur, on peut désormais faire des undo, redo, donc annuler ou rétablir une action également dans la timeline. Aussi dans les réglages ici dans toile, on peut désormais autoriser ou pas autoriser les gestes pendant le dessin. Par exemple ici, ils ne sont pas autorisés, ce qui veut dire que quand je dessine, je ne peux pas revenir en arrière ou ce genre de choses. Alors que si je l'autorise et que je dessine, voilà, je peux annuler ce que je suis en train de faire littéralement pendant que je le fais. Donc si c'est le genre de choses qui peut vous arriver, on vous conseille de ne pas autoriser les gestes pendant le dessin. Également, petite chose, auparavant, si on faisait ça, ça changeait l'image courante dans la timeline. Désormais, on peut le faire avec le doigt seulement dans la règle qu'il y a au-dessus, sinon c'est avec le pencil, parce que ça pouvait très facilement être interprété, ce genre de choses, donc mettre la paume de la main sur la tablette comme un clic. Et donc, juste en ayant la main sur la timeline, ça pouvait changer l'image courante. Donc on a préféré rendre ça uniquement faisable avec le pencil. Autre ajout qui a bien sûr son importance, le support du clavier. Par exemple, déjà la touche entrée permet de lire l'animation ou de la stopper. Ensuite, on a les touches droite et gauche qui permettent d'aller en avant ou en arrière dans nos images, ce qui permet notamment de flipper pendant qu'on est en train de dessiner. Les flèches haut et bas qui permettent de se déplacer à l'intérieur des calques, donc d'un calque à l'autre de haut en bas. Et si on veut connaître tous les raccourcis clavier, il suffit de rester appuyé longtemps sur la touche commande du clavier et il y a tout qui apparaît. Donc on voit qu'on a un raccourci pour la gomme, la brosse, la pipette, également l'outil transformation. On peut copier, coller, aller en avant, aller en arrière, ce genre de choses. On peut également par exemple aussi sélectionner une feuille et faire commande B pour la couper. Si je suis en train de dessiner avec une brosse, je peux appuyer sur E pour passer à la gomme. Je peux faire commande T pour passer en transformation et donc déplacer mon calque courant. En gros, le support clavier permet d'être aussi bien plus productif, surtout si on a un clavier comme celui-ci qui peut se placer à côté de son iPad et qu'on peut manipuler pendant qu'on est en train de dessiner. Voilà pour les nouveautés de Calipeg 1.6. Si vous voulez voir la version écrite de ce tutoriel ou en tout cas de l'explication des fonctions, tout est disponible sur notre site, donc calipeg.com/apprendre. Je vous rappelle bien sûr que Calipeg est disponible sur l'App Store de tous les iPads, iPad Air, Mini, Pro, iPad tout court, qui disposent d'iPadOS 13 ou 14 et d'un Apple Pencil première ou deuxième génération. Vous pouvez actuellement accéder à Calipeg pour 99 centimes par mois, 9,99 € par an ou 49,99 € pour une version permanente pour toujours avec toutes les mises à jour. Et si c'est la première fois que vous l'essayez, vous avez droit à 7 jours d'essai gratuit sur votre iPad. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.